Dans cette vidéo, on va voir comment créer un business de A à Z. On va tout faire devant vous, le choix de la cible, du marché, de la niche, du positionnement. On va voir la création d'offres, on va voir l'idéation, la création de contenu, on va voir la vente. On va se demander comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise à 100 K par an dans l'accompagnement en partant de zéro. On va se dire, ok, on part de zéro. On doit créer un business qui a le potentiel de faire 100 K par an. Comment on fait? Avec toute l'équipe et avec vous. Du coup, pour commencer, on va se demander dans quelle industrie on veut opérer. Santé, argent, relations ou divertissement. Santé, levez la main. Ok, je pense que vous êtes fait rouler dessus les autres, désolé. Argent. Ouais, ok, ce sera pas ça. Relations. Ouais, ok, vous avez perdu aussi, désolé. Divertissement. Désolé, c'est pas à la voix. Ce sera santé. Eh ouais. Ok, dans la santé, dans quelle direction on va? Perte de poids, prise de muscle, problème de santé, burn-out. Un million de possibilités différentes. Hein. On part là-dessus, donc santé mentale pour le stress. C'est bon pour vous? Good. Maestro. On continue. Donc on a des particuliers de 40 ans qui sont en perte de sens. On va les aider à retrouver du sens, à retrouver une direction et du coaching de vie. Très bien. Donc là, vous représentez 99% du marché du coaching. Félicitations, vous êtes comme tout le monde. Comment est-ce qu'on se niche plus que ça? Environnement familial, on peut, ouais. Neuroatypique, j'ai entendu, oui, on peut. Après un événement marquant, oui. Là, le truc qui spontanément me paraît le plus facile, entre guillemets, hein, comme direction, ça va être la neuroatypicité. Pour une raison très simple, ils sont très adressables. Et on le répète toute l'année, il faut une cible adressable. Et le plus important encore, que nous, qu'on puisse l'adresser, c'est bien, mais qu'ils aient conscience d'eux-mêmes, qu'ils aient un niveau de conscience assez avancé, c'est encore plus intéressant. Les neuroatypiques, une partie savent qu'ils le sont, avec les problèmes liés. Une partie ne le savent pas, mais si on décrit exactement ce qu'ils vivent, ils vont comprendre. Donc le niveau d'éducation est facile. Qui ici, à main levée, est un peu au courant et comprend les niveaux de conscience d'Eugène Schwartz? Sophistication de marché. Ok. La sophistication d'Eugène Schwartz, c'est un vieux monsieur du marketing direct et du copywriting qui a écrit un bouquin qui s'appelle Breakthrough Advertising, qui est imbuvable à moins que vous soyez un passionné du marketing, et qui explique les différents niveaux de conscience d'un marché. Unaware. Je ne sais pas que j'ai un problème. Problem aware, je sais que j'ai un problème et je ne sais pas qu'il existe des solutions. Solution aware, je sais que j'ai un problème, je sais qu'il existe des solutions. Product aware, j'en ai testé certaines. Et moi, je rajoute market aware, j'en ai déjà testé 9, j'ai eu 10 collègues à toi au téléphone. De toute façon, j'ai déjà parlé à tous les closers et c'est pas toi qui vas me la faire. Sur la neuroatypicité, ils sont de plus en plus dans le monde actuel problem aware, à minima. Et ils savent pas qu'ils peuvent vivre une vie épanouie dans le monde actuel avec certains outils. Est-ce que vous pensez qu'on a une cible assez claire? J'en ai vu certains faire la grimace, je suis d'accord avec eux. Dans le neuroatypique, en fait, derrière, il y a des sous-catégories de la taille du dictionnaire, là, à ce stade. Hein. Et essayer de parler à un TSA comme à un hypersensible, on va bien rigoler. Parce qu'il y en a un, les émotions, il les comprend pas, l'autre, il les comprend trop. Donc quand même, il va falloir choisir. Sinon, vous êtes dans la merde. En fait, on peut prendre plusieurs chemins. On peut partir de quelle est ma compétence, qu'est-ce qu'elle peut résoudre, qui en a besoin. On peut partir de telle personne très précis, elle a tel problème en général très précis, voici comment je vais l'aider. On peut prendre tous les chemins qu'on veut, du moment qu'on arrive à qui est en train de vivre quoi et comment je l'aide. Qui est-ce qu'on choisit dans nos neuroatypiques? TDA c'est intéressant, hypersensible c'est intéressant aussi. Bon, on va faire main levée, ensuite on décide. Hypersensible, qui? Ok, bon, vous avez gagné. Ok, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour arriver à cette perte de sens? Échecs successifs dans le travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'écoutent pas. Et comment tout ça, ça amène cette perte de sens? Il y a plein de gens qui n'ont aucune idée de qui ils sont et qui avancent dans la vie sans la moindre problème. Pour qu'il y ait une perte de sens, il faut qu'il y ait un moment une confrontation et un pas de côté avec la réalité en disant non mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est quoi ce merdier là? Qu'est-ce que je fous là? Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce déclencheur du mauvais choix de carrière, de famille, de direction dans la vie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on est capable de mettre ce pas de côté? Un choc, une épreuve. Quoi par exemple? Un décès, ok. Accident de voiture, ça j'en ai déjà vu plein comme ça. Ce que je vous propose, on va dire une perte. Ça peut être professionnel, personnel, ça peut être un décès, enfin voilà. Un événement qui crée une perte, qui crée ce moment de ralentissement, qui crée un pas de côté, qui fait que cette personne hypersensible se dit merde, j'ai fait n'importe quoi avec la direction que je voulais dans ma vie et aujourd'hui je suis paumé. Ok, je sais plus ce que je veux, je sais plus qui je suis. Est-ce que vous voyez le niveau de précision qu'on va chercher? Vous devez les connaître mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour chercher une solution? Ils vont aller voir les psys, ouais. Ils vont lire quoi? Des bouquins de dev perso, ouais. Et c'est pas le haut du panier du dev perso qu'ils vont lire. C'est vraiment, c'est le bouquin de gare, quoi. Donc on connaît
petit à petit les fausses solutions. Disclaimer, les fausses solutions, là, je suis en train de faire une généralité. J'ai vécu un truc il y a 2 ans où une personne s'est très fâchée avec nous parce qu'on disait que le yoga et la méditation étaient une fausse solution à la dépression. Et la personne disait oui, mais moi c'est précisément comme ça que j'ai résolu la mienne, vous êtes des menteurs, vous êtes des méchants, vous êtes des connards, au revoir. Ça arrive, c'est pas le problème. Quand on parle de fausses solutions, c'est des solutions qui, la plupart du temps, seront mal expérimentées par la cible et qui n'amèneront aucun résultat. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une solution pour tous, on s'en fout. Vraie solution, c'est quoi? Trouver le pourquoi. D'accord. Jérémy, la question c'est comment on va les aider en allant leur parler. Et on en revient aux entretiens exploratoires, à la connaissance client et à l'étape de découverte. On va leur poser plein de questions et on va essayer de voir est-ce qu'on peut les aider et de quoi ils auraient besoin. Parce qu'en fait, même avec notre cible méga précise qu'on connaît bien et qu'on comprend bien, là, on ne peut pas aider tout le monde. Il n'y en a que 1% de toute cette cible déjà très précise qu'on va pouvoir vraiment aider. Vision d'ensemble, on part de zéro. Il va bien falloir qu'on dessine des hypothèses de ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas aller au pif, arrêter de gens dans la rue. Hein. Donc on va se faire 20 pages complètement fictives sur notre avatar, ce qu'il vit, ce qu'il a comme problème, comment on pourrait le résoudre. On va créer un business dans notre tête, ça peut faire 20 pages vraiment. Hein. Et derrière on va aller le confronter au réel. 90% de ce que vous aurez écrit sera faux, donc on va le corriger en écoutant les gens et ce qu'ils disent, en réutilisant leurs mots, et ensuite on va réaffiner. C'est comme ça qu'on va commencer à créer une offre. Cette offre, on va la confronter à ces gens qui ont eu au téléphone, ou par message, ou en lisant sur les forums, peu importe. En fonction de leur réaction, on va voir qu'on a à nouveau au moins 50% faux, on va affiner, et ainsi de suite. Nous, encore aujourd'hui, on se pose régulièrement la question de qu'est-ce qu'on a faux. Ça, c'est le petit pic pour tous ceux qui me disent « Ouais, non, mais la cible, c'est bon, j'ai déjà vu, je suis trop avancé pour ça. Ouais, ». Moi, pas. Donc, visiblement... Et généralement, cette première étape, elle est très souvent, malheureusement, sous-estimée et vous accélérez trop dans cette étape-là. Et quand vous arrivez à l'étape de la vente, vous allez avoir des objections, vous allez galérer à comprendre et à traiter les objections à ce moment-là, ou vous allez tomber sur une vague de personnes qui vont vous dire « je ne sais pas si c'est fait pour moi, je dois réfléchir ou c'est trop cher ». Mais généralement, quand on fait bien cette étape-là, et c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, quand on fait bien cette étape-là, on a une stratégie de contenu qui parle à notre audience, et donc les objections, en fait, on les connaît déjà. Quand j'arrive dans un appel, je sais déjà qu'est-ce que je vais avoir comme objection, je suis déjà prêt à ça. Et je ne vais pas avoir des surprises comme vous me partagez tous les lundis, en fait. Hein. On veut... Alors attention, quand je dis douleur, il y a toujours des gens qui me disent « oui, ma cible n'a pas de douleur ». Ça peut être douleur ou désir inassouvi. Il faut que ce soit urgent, brûlant, douloureux, important. Ça peut être un problème qui me fait mal, mais ça peut être un truc dont j'ai toujours rêvé et que j'ai toujours pas fait, quoi. On peut avoir le même niveau de besoin avec une douleur forte ou un désir fort. L'exemple que je donne toujours à la con, c'est dans la perte de poids, c'est tu veux vendre un truc à 10 000 à une personne qui a 2 kilos à perdre. Elle s'en fout, elle te filera jamais 10 000 balles. Elle en a rien à secouer en fait, elle trouvera une autre solution. Une personne par contre qui a 40 kilos à perdre dans les 3 semaines, sinon elle meurt. Alors je caricature exprès à l'extrême, mais c'est nous qui allons faire prendre conscience à la personne du coût de non-résolution du problème. Donc en fait, c'est notre responsabilité, j'allais dire de sachant, j'aime pas le terme, mais de celui qui est observé, de faire prendre conscience à la personne que le coût de non-résolution est important. Attention, on peut vite basculer dans la manipulation pour aller chercher des sous. Notre job, et de la faire bouger positivement et prendre conscience. C'est pas qu'elle achète chez nous. Très bien. On commence à y voir un peu plus clair. On va aller leur parler, on va essayer de les comprendre, on va voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, que, quoi, comment, etc. Et à un moment, il va falloir packager une offre pour aider ces gens-là. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on résout? Parce que ces gens-là, on va t'aider à retrouver du sens. Oui, bon, d'accord, très bien, merci. C'est écrit aussi sur les livres à la Fnac. Projet de vie professionnel, ça pourrait. Retrouver une carrière qui t'anime. Quelqu'un comme ça, comme on a décrit, qui retrouve du sens. Ça se manifeste comment? Concrètement, dans son quotidien. Changer de travail, une activité qui l'anime. Quels sont les symptômes les plus communs d'une personne dans cette situation avant qu'on intervienne? Perte de sommeil, repli sur soi, repli sur soi, d'ailleurs c'est toujours encore trop, ne voit plus ses proches, n'a plus envie de sortir, n'a plus envie de faire les activités qu'il aime, ne trouve plus l'énergie de se lever le matin, rupture avec la famille, rupture avec le conjoint, rupture avec le travail, difficulté à se concentrer, voilà. Là, on est sur des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on résout en premier pour cette personne? Ouais, c'est quoi qu'on doit faire pour la faire bouger en premier? Qu'est-ce qu'on doit lui redonner comme... Qu'est-ce qu'elle doit retrouver en premier, cette personne? L'espoir et l'envie, c'est pas un truc matériel, hein. Vitalité non plus. Un agenda, ouais. Ça doit être pas très sexy, moi je payais pas 5000 balles un agenda. Hein. Retrouver le sommeil, pourquoi pas. Ou alors, par exemple, tu vois, si on voulait aller sur la fierté, exemple, ça pourrait être retrouver l'envie de s'habiller d'une façon qui nous plaît. Mais là, on est sur du concret. C'est la fierté que ça veut dire, mais on est sur quelque chose de concret, de tangible. Est-ce qu'on commence par se lever le matin? Est-ce qu'on commence par s'habiller? Est-ce qu'on commence par dormir? Ou est-ce qu'on commence par les proches? Main levée, les proches. Main levée, le sommeil. Ok, bon, voilà. De toute façon, c'est simple, retrouver le sommeil, c'est le hack pour à peu près 99% des trucs mentaux et physiques. Hein. Donc,
cette personne, on va lui vendre une offre dont la première étape sera tu vas redormir paisiblement, en te sentant bien, sans te réveiller, soit en panique, soit pas te réveiller parce que tu n'as pas envie de te lever. Parce que tu vois pas pourquoi on se lève. Foncièrement, le travail qu'on fait ici, tu vois, c'est... On peut le décortiquer et le changer par tous les côtés. Là, on est arrivé sur le sommeil, on aurait pu commencer par le sommeil et arriver sur les personnes hypersensibles en perte de sens. On a choisi de démarrer par la cible, on arrive au problème. Ça se prend dans tous les sens, en fait. Et de toute façon, de la même façon, la résolution du sommeil peut se faire de 25 façons différentes. Mais on a dit que nous, on était life coach, en gros. On est coach de vie, donc c'est à travers un travail de coaching et d'accompagnement de l'humain qu'on va l'aider à retrouver le sommeil grâce au fait de retrouver du sens. Sauf que retrouver du sens, personne n'achète, retrouver le sommeil, on sait le vendre. Simon, la suite de la création d'offres. Donc alors, si je résume, on a notre cible hypothétique, on a fait nos entretiens exploratoires. C'est quoi l'étape encore d'après d'un point de vue outil qu'on vous propose dans le programme qui va vous permettre d'y voir plus clair? C'est un outil qui vous permet de cartographier le côté psycho-émotionnel de votre avatar. Avatar, persona, client idéal, c'est la même chose. Ça veut dire que vous allez vous poser, avec tous les entretiens que vous avez faits, vous allez savoir ce qu'elle regarde, qu'est-ce qu'elle pense, de quoi est son environnement, jusqu'à la déco de son salon et si elle regarde Nagui le soir. Les personnes pour mes entretiens exploratoires, je les trouve où? Les concurrents. Ouais. Les personnes qui ont déjà investi dans le même type d'offre, sensiblement le même prix. Et voilà, leur envoyer un message sans but de vendre quoi que ce soit, mais juste pour un but de recherche. Okay. Elle a appris le programme par cœur en fait. Moi ça me va, j'ai plus besoin de travailler. Pour ceux qui sont pas dans le programme chez nous, les entretiens exploratoires, globalement c'est un truc qu'on fait au tout début du processus. On va aller parler à des gens qui sont hypothétiquement dans la cible, pour leur poser plein de questions, pour les comprendre, pour arriver au type de conclusion auquel on arrive aujourd'hui. Ces gens-là, on les trouve chez nos concurrents, dans des groupes dédiés, autour de centres d'intérêt qu'ils pourraient avoir, des gens qui ont déjà acheté ça, des événements. En gros, partout où j'ai une chance de trouver les gens que je suis en train de chercher ici. Alors bon, on a choisi des hypersensibles, ils sont pas trop durs à trouver, hein, mais ils ont une étiquette. Le taquet gratos. Je suis censé en être un aussi, donc je me permets. Globalement, partout où sont identifiables et adressables les personnes qu'on veut, on peut aller à cet endroit-là. Entretien exploratoire, on leur vend rien. On essaye de poser des questions et d'apporter déjà un maximum de valeur en étant très transparent sur notre démarche. Bonjour, je suis en train de construire une offre exactement pour les gens qui, j'ai l'impression, sont comme toi pour résoudre probablement tel problème. J'ai besoin de comprendre plein de trucs. Est-ce que tu serais OK de me donner 30 minutes ? Moi, en échange, je te file déjà plein de valeurs, je te coach, machin, ce que tu veux. J'ai rien à te vendre. À la fin de l'entretien, on pourrait toujours dire, est-ce qu'une fois que l'offre est clarifiée, tu veux que je te tienne au courant? Du coup, on a fait tout ça. C'est quoi la prochaine étape? Comment est-ce qu'on peut savoir si ce que l'on a fait, qu'on a mis à l'épreuve du réel, peut fonctionner? Vous avez créé du contenu autour de ça parce que vous avez fait des entretiens exploratoires qui vous ont dit que, ok, si je parle de ça, ça va intéresser les gens. Comment est-ce qu'on package une offre, du coup? Comment est-ce qu'on pimp un message qui sensiblement n'est pas très ragoûtant? Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on trouve une promesse. Ouais, dans le cas ici, ce qu'on va... Alors, je vais parler de manière très grandiloquente, mais grosso modo, la mission de notre entreprise, ça va aussi être d'apporter de l'espoir, on va dire, à ces personnes-ci qui, pour le coup, n'en ont plus. Personne n'achète de l'espoir. Quelle durée on mettrait sur cet accompagnement? Donc 3 mois pour... Ok, 3 mois pour retrouver le sommeil et la joie. C'est quoi la conséquence de plus dormir? Fatigué, c'est mignon. Je vous rappelle que le manque de sommeil, c'est une technique de torture. Les espions, ils l'utilisent pour faire parler les gens. En fait, on va mettre notre casquette de marketeur et en fait, on va utiliser le biais de négativité. Les gens, ils veulent pas être en bonne santé. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas être malade. C'est la même chose, mais on ne réagit pas pareil. Du coup, comment on transforme le fait de retrouver le sommeil via le biais de négativité? Bon, on va couper la poire en deux. Une promesse qui va vers le désir, 3 mois pour faire des nuits de 8 heures réparatrices qui te donnent de l'énergie nécessaire et suffisante pour retrouver un sens à ta vie. On pourrait l'améliorer, hein, mais c'est aussi pour avancer. Et du coup, en biais de négativité, 3 mois pour ne plus te réveiller épuisé. J'aide les A grâce à. J'aide les hypersensibles qui ne dorment plus et qui ne trouvent plus de sens à rien, à retrouver un sommeil réparateur de qualité. Il a envie de se lever le matin. Ouais, bah voilà.
Pour tous ceux qui ont déjà été dans un cas d'épuisement, ce truc où le réveil il sonne, ou d'ailleurs t'as pas de réveil, hein, tu es dans ton lit, tu ouvres les yeux et tu dis non, c'est pas possible. Voilà. La cible, elle sait ça. C'est tangible. Elle ne sait pas peut-être qu'elle est hypersensible, peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle a une perte de sens, peut-être qu'elle ne sait pas tout ce qui déconne, mais le fait qu'elle soit dans son lit le matin et qu'elle se dise « Oh putain, je vais jamais y arriver, je ne peux pas sortir du lit là maintenant », ça elle sait. Hein. Quelles étapes on a fait? Marché, cible, niche, connaissance client, entretien exploratoire, création de l'offre et du positionnement. Ils sont où nos hypersensibles? Facebook, LinkedIn, Instagram. LinkedIn, levez la main. Ceux qui pensent que nos hypersensibles ils sont sur LinkedIn, nos particuliers B2C. Qui est-ce qui pense qu'ils sont sur Facebook? Qui est-ce qui pense qu'ils sont sur Instagram? Les deux dernières réponses sont justes. On peut choisir. Vu qu'on a Salman, on va prendre Instagram, si déjà, c'est une de ses spécialités. Pour information et pour rappel, LinkedIn B2B, pas de débat. Facebook, le plus facile, mais plus vite on atteint un plafond de verre. Parce que l'algorithme n'est pas ouvert, donc c'est difficile de toucher toujours plus de gens. Instagram, plus long, plus difficile, mais pas de plafond de verre. On peut aller très très loin avec et on peut finir avec 300 000 abonnés et un business à 10 millions sur Instagram, c'est facile. Facile. Par rapport à Facebook. Donc, nos hypersensibles, en perte de sens, qui dorment pas. On va créer un profil Instagram pour leur parler. On part sur Insta du coup. On part sur Insta. Par quoi on commence et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte et je garde la ligne très claire par rapport au positionnement. Donc, notre cible aujourd'hui, les hypersensibles, ils sont en perte de sens, mais ils ne sont pas conscients que leur perte de sens vient potentiellement du fait qu'ils ne dorment pas bien. Donc en fait, tout l'enjeu du contenu va être d'un côté, avec la promesse qu'on a clarifiée au début, dormir mieux et tout ça, il faut leur faire prendre conscience que c'est en dormant mieux qu'ils vont retrouver sens et qu'ils vont pouvoir retrouver un petit peu ce qu'ils ont perdu. Comment est-ce que je fais pour créer un petit peu tout cela dans les contenus? Si on reste dans la formation, on a les 3 types de contenus, le tofu, mofu, bofu. Tofu, mofu, bofu, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Tofu, contenu de découverte, des inconnus doivent tomber sur moi. Middle of funnel, du contenu d'expertise, je dois être capable de faire une démonstration de compétences et prouver que je comprends ce que je raconte. Bottom of funnel, qui fait vendre. En fait, on imagine toujours un entonnoir. C'est une question de conscience. Les gens qui viennent sur vos réseaux sociaux, ils n'ont pas le même niveau de conscience. Il faut toujours cibler les personnes au début qui n'ont absolument pas conscience du problème qu'ils ont et encore moins de la solution et encore moins que c'est vous la solution. Donc il faut commencer vraiment par cette entrée-là. Si je reprends l'exemple là qu'on disait tout à l'heure par rapport aux objections, le premier travail qui est conseillé de faire, c'est de mettre en miroir vous, ce que vous voulez, ce que vous avez en tête en tout cas pour aider ces personnes-là, votre marché, la concurrence, les personnes influentes dans ce domaine-là et des choses comme ça. Et puis surtout ce que vous avez appris à partir des entretiens exploratoires. Mais vraiment élargir. Où sont mes prospects, où est-ce que je peux les avoir? Pas seulement sur votre réseau, parce que c'est souvent l'erreur qu'on voit. Vous vous positionnez sur Insta, vous cherchez vos prospects sur Insta, alors que vos prospects, ils sont partout. Ils sont sur les réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn et sur d'autres choses, potentiellement, hein, ça dépend des marchés, mais ils sont aussi en physique, dans des associations, dans des événements ou autres. Toujours est-il, une fois que vous avez fait vos entretiens exploratoires, vous avez le verbatim, les mots qu'ils utilisent, comment eux, ils s'expriment quand ils vous parlent. J'en ai marre de me réveiller comme ça, j'aime pas commencer ma journée, de toute façon, ça sert à rien, les journées se ressemblent. Ces choses-là, en fait, on les note. Qu'est-ce qu'ils se disent? Les objections. Qu'est-ce qu'ils se disent? Je suis crevée. Ok. Imaginez-vous, vous êtes dans le fil découverte de réel sur Instagram, le truc qui nous happe le cerveau, là, et vous tombez sur un Reels qui est une demi-blague, qui est censé adresser un problème récurrent de nos hypersensibles en perte de sens qui ne dorment pas, ou vraiment le truc où vous dites, quand vous allez tomber dessus, « faut trop que je lui envoie ». Qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle qu'on est sur Insta et il y a une dimension de contenu qui est sur Insta qui happe beaucoup plus que sur les autres réseaux, c'est l'humour. Donc si vous tombez sur un reel en mode « ma tête le matin quand je me réveille », en mode un truc comme ça va vous faire sourire, ça va vous faire quelque chose et vous allez partager à tous vos potes qui eux aussi ont du mal à dormir, ou en tout cas se sont paumés ou que sais-je, ou quelque chose comme ça. Donc on réfléchit plus dans ce sens-là, c'est vraiment la surface. Je vous rappelle, ils n'ont pas conscience, donc qu'est-ce qu'ils se disent potentiellement, à quoi ils pensent, quelles sont les émotions qu'ils ressentent. Donc le premier travail, c'est qu'on liste un petit peu toutes ces choses-là, parce que ça va être ça le contenu que vous allez créer. Donc le premier focus, c'est ça. Je liste un petit peu toutes ces idées-là, et ensuite, je crée du contenu. Et je commence à voir un petit peu comment est-ce que je vais formuler ce contenu en mode accroche. Donc là, on a le fond plus ou moins clair, on n'est pas encore dans la construction. Et on a maintenant comment est-ce que je vais le transformer en accroche qui va faire que la personne, quand elle scrolle sur son fil d'actualité, va s'arrêter dessus. Il va se dire « putain, ça c'est vraiment pour moi, ça me parle ». On va faire un Reels.
pour happer des nouvelles personnes dans notre univers, qu'est-ce qu'on fout dedans? Moi, je sais plus qui m'a envoyé un message l'autre jour sur Instagram qui dit « Oui, Jérémy, je me pose une vraie question pour essayer de comprendre ta DA. Un jour, c'est digne d'un film hollywoodien, le lendemain, c'est Paint de 2005. » Oui, c'est normal, Paint de 2005, c'est quand moi, j'essaie de faire un truc tout seul. Alors, je vais rebondir sur ça, je vais faire une parenthèse très importante pour Instagram en particulier, c'est que plus vous jouez au camp, mieux c'est en fait. Plus vous lâchez prise et vous suivez les tendances, mieux c'est. Plus vous êtes scolaire, moins c'est bon. Donc Jérémy, au début, il allait chercher les filtres à la TikTok. Là, typiquement, si on reprend le loup-garou, il va chercher un filtre loup-garou et typiquement, il est capable de créer un truc comme ça en mode loup-garou. Mais ça fait sourire, ça fait s'arrêter les gens en fait. Ils ne sont pas conscients derrière de ce que moi je veux dire par ce message-là, mais au moins je les ai accrochés. J'ai leur attention et ensuite ils s'abonnent. Et derrière, il y a d'autres types de contenus qui vont arriver, qui vont les nurturer. Donc sur Insta, il faut vraiment se lâcher. Donc ça, c'est pour la parenthèse. Effectivement. Je vous donne un exemple sur... Ouais. J'avais pris un filtre TikTok où quand vous filmez votre tête, il y avait vous avec des mains qui sortaient des oreilles, qui jonglaient avec des boules qui étaient votre tête aussi. Très bizarre comme truc. Et j'avais mis en description les entrepreneurs débutants qui jonglent avec la vente, le marketing, la création de contenu, la cible, l'offre et l'argent au lieu de lis la description. Et vraiment, je scrolle des fois pendant une demi-heure les filtres à la con en me disant qu'est-ce que je pourrais faire comme connerie aujourd'hui. Donc là, on arrive forcément à la partie, en fait, avant même d'arriver à comment je transforme mon idée en type de contenu, on est encore dans juste quel type de contenu je vais poster. Donc souvent, quand je vous vois en permanence en flash, la partie stratégie social media, vous ne l'avez pas vraiment travaillé correctement, en tout cas profondément. Vous êtes plus « Ah, mais mon reel n'a pas eu beaucoup de vues. Ah, j'ai pas beaucoup de commentaires. Ah, je ne sais pas quel c'était à mettre dans mon call. » Mais en fait, le fond n'est pas là déjà. Donc, on revient au fond. Et c'est pour ça que c'est très important de revenir à vos prospects, au EE, au marché, à la concurrence, qu'est-ce qui fonctionne. Et ça, c'est un travail que souvent on ne fait pas. Toutes ces idées-là, elles peuvent créer du contenu qui va être tofu, du contenu qui va être mofu et un autre qui va être bofu. Et chaque idée peut être recyclée en différents formats. Donc, avant même de vous poser la question est-ce que je vais faire un reel? Est-ce que je vais faire un carrousel? Est-ce que je vais faire une story? Ou est-ce que je vais faire quelque chose? Assurez-vous déjà d'avoir ce cadre éditorial de contenu et d'idées que vous voulez mettre sur votre Insta. Et on revient à la connaissance de la cible. Je vais faire un post qui va les emmener en mode, au début, ils se reconnaissent. Ensuite, ils vont réaliser que c'est le réflexe qu'ils ont souvent par rapport à cela. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et si tu veux en savoir plus, commente mélatonine et je t'envoie quelque chose qui va encore plus dégommer cette objection. On peut donner un exemple peut-être si tu veux bien. Vous allez chercher un filtre qui vous fait une gueule bizarre, qui vous picassote la tête et vous mettez en texte ma tête quand je me réveille le matin après avoir pris 5 mg de mélatonine en pensant que ça allait m'aider à dormir. Et là, c'est un type de contenu qui va être que ça en fait. Ce type de contenu, surtout, ne rédigez pas un pavé monstre avec. Parce que l'idée n'est pas là. L'idée n'est pas d'éduquer votre audience sur pourquoi la mélatonine, c'est pas bon ou autre. Là, l'idée, c'est juste qu'ils se reconnaissent. Une autre fois, vous allez créer un contenu qui va être plus mofu, où justement, vous leur expliquez pourquoi il ne faut pas prendre les 5 mg de mélatonine et qu'est-ce que ça fait. Et une autre fois, c'est pourquoi vous, dans votre accompagnement, vous ne prenez pas en tout cas ce type de méthode dans votre accompagnement. Donc, vous voyez, d'une seule idée, on a 3 types de contenus, des formats différents, et forcément, ça va parler à la cible, quel que soit le niveau de conscience auquel elle vous a découvert sur votre profil. Ça, personne n'en parlera jamais, c'est un tabou, etc. Vous n'avez plus d'idées, vous n'en pouvez plus, vous n'êtes pas drôle, vous n'avez pas d'inspiration, machin, etc. Vous allez chercher un Américain qui fait la même chose que vous traduisez en français la même chose. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire 100% de vos contenus qui sont pompés chez les Américains, mais une fois de temps en temps, et d'ailleurs, vous pouvez même mettre dans la description « J'ai vu ça aux US, j'ai trouvé ça drôle, je vous l'ai traduit », pas du tout un problème. Ouais, attention, on ne vous dit pas de plagier. Donc on ne vous dit pas de prendre le contenu tel quel et de le reproduire sur votre compte sans... C'est juste que les Américains, malheureusement, les anglo-saxons, ils sont toujours en avance par rapport aux tendances, par rapport à pas mal de choses. Et c'est une énorme source d'inspiration. La chose que les gens qui me connaissent d'Internet me disent le plus quand ils me rencontrent, c'est « Ah mais t'es sympa en vrai !» Oui. Mais en fait, je joue tellement de ce truc de papy grincheux sur les réseaux à gueuler, parce que ça marche, ça fait de la viralité à chaque fois, que les gens pensent que je suis ça. L'humour, la colère, l'indignation, ce que tu veux en fait. Du moment que tu ne tombes pas dans les dérives de devenir vraiment plus que ça, de devenir une caricature de toi-même, s'en fout, ça marche. Dans un contenu que j'avais fait, je disais maladroitement, l'éthique on s'en fout. Je parlais d'entrée de tunnel. Il y a 2-3 personnes qui sont énervées en disant non, mais on s'en fout pas du tout. Je me suis mal exprimé. Ton but, c'est d'attirer l'attention vers toi. Utilise tous les moyens à ta disposition pour le faire. Ton éthique, ta déontologie, tes valeurs, ta morale se posent après avoir capté l'attention. Notamment dans ton produit et dans ta vente. C'est là où c'est le plus important même d'ailleurs selon moi. Quand on regarde la pub Cartier qu'il y avait eu à l'époque de 3 minutes 30 et qu'on voit un léopard en or avec des yeux en saphir qui traverse, là, on sait que c'est pas vrai.
Je m'attends pas au moment du petit-déj à voir le tigre Kellogg's venir me le servir, on est tous d'accord. Mais par contre, nous, vu qu'on fait de l'humain, la pub, non, l'éthique, la déontologie, non, c'est une pub en fait. Au contraire, surjouer pour qu'on soit sûr que c'est n'importe quoi, c'est une pub. Derrière, on ne ment pas, on triche pas, on est aligné avec ce qu'on vend. Un contenu, une pub, c'est pour attirer l'attention. Vous vendez des céréales. Bah, je finis juste sur les autres types de contenus. Si vous avez listé, vous avez défini votre cadre éditorial, vos thématiques, vos piliers de contenu, on prend chaque cible et on prend notre cible là typiquement pour les hypersensibles. Il y a la partie qu'on va appeler plus dev perso, où il y a justement tout leur côté dev perso, leur blocage, leurs croyances et compagnie. Il y a le sommeil en lui-même, il y a leurs espérances, j'analyse, je définis mes piliers et je fais du tofu. Quand vous commencez sur Instagram, c'est 80% de tofu que vous devez faire du mainstream parce que votre objectif premier, c'est la visibilité. Votre objectif premier, c'est créer une communauté, ramener des gens avec qui vous avez besoin d'échanger. Donc, il faut que j'aille les chercher, les provoquer. Donc, d'abord, c'est quel type de contenu leur parle de manière très soft. Mais derrière, faites du contenu où on voit votre expertise. Mixez le mot fou et le beau fou, en fait, dans un sens. N'allez pas direct parler de votre offre en mode j'ai inventé une méthode qui s'appelle machin et qui règle ça. On s'en fout de votre méthode. Les gens s'en foutent de votre méthode à ce stade-là. Ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'ils peuvent arriver au point B en partant du point A grâce à vous. Ne justifiez pas plutôt ce que vous faites, vendez-leur ce qu'ils veulent entendre. Mais il faut du contenu qui montre que vous savez de quoi vous parlez. Et ces personnes-là qui vont vous découvrir avec du contenu très light, mainstream, tofu, ils vont arriver sur votre profil, ils vont voir qu'est-ce qu'il faut épingler, ils vont voir que vous faites le lien entre devenir un loup-garou et le fait de trouver un sens dans votre vie. Ils vont être nurturés. Il y a un mot-clé que vous oubliez souvent, c'est que ça ne tombe pas du ciel rapidement, ça ne tombe pas du ciel tout seul. Il y a la persévérance et la régularité. Les réseaux sociaux, c'est positionnement, offre, stratégie. Et ensuite, je m'amuse en étant régulier et en persévérant et ça finit par payer. On était très contents de vous avoir avec nous. Comme à chaque fois, sans la moindre exception, pendant les 2 mois d'organisation après l'événement, je dis que plus jamais. Ensuite, j'arrive ici, je dis que c'est cool. Demain matin, je vais vouloir en refaire un. Et ensuite, à la prochaine organisation, je dirai plus jamais. De toute façon, l'événementiel, c'est de la merde, j'en ai marre. Et pourtant, j'ai Estelle et Sam qui s'occupent de tout ma place. Globalement, l'intérêt de ces événements-là, c'est de se rappeler que des deux côtés, côté entreprise et côté client, il y a des humains. Et que c'est pas juste oui mais le coach il veut pas que je fasse ça, et nous c'est pas oui mais le client il est embêtant, il me saoule. C'est dans ces moments-là qu'on reconnecte avec pourquoi on fait les choses, et c'est important de se le rappeler, et je voulais vous dire à tous, d'un côté comme de l'autre, merci pour ces 2 jours ensemble. Rappelez-vous aussi que ce soit pour vous quand vous créez du contenu, quand vous allez faire des choses, ou pour les gens que vous voyez sur Internet, Internet n'est qu'une partie de qui on est, n'est qu'une partie de ce qu'on montre, et c'est ce qu'on choisit de donner. De la même façon, vous voyez toujours beaucoup de gens, oui, c'est des entrepreneurs inspirants, ils gèrent tout, le sport, le business, les enfants, la famille. Ouais, ils m'appellent à 23 h en prenant leur Xanax. Rappelez-vous de ça aussi, ce que les gens montrent sur Internet, c'est pas que la réalité. C'est une partie de ce qu'ils ont choisi de montrer. Internet, c'est un canal de communication. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Derrière YouTube, LinkedIn, Facebook, etc., dans tous les cas, il y a des humains qui font de leur mieux, et vous en faites partie.